Bonsoir à tous. Le magazine Santé et Spiritualité, tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici et Maintenant, 95.2 FM, ici et maintenant.info aussi, pour nous écouter via Internet. Bonsoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur 95.2, la radio Ici et Maintenant, que vous pouvez aussi écouter et regarder sur Internet, ici et maintenant.info. Pour la petite information, une fois que vous êtes sur la page d'accueil, vous allez dans Programme et vous tapez Time. Donc c'est là où vous avez la télévision de la radio, si on peut dire ça comme ça. Vous avez aussi la possibilité d'écouter et de regarder ici maintenant via les dernières générations de téléphones portables en allant sur la page de Ustream, U-S-T-R-E-A-M, et une fois sur cette page, vous tapez Time, T-I-M-E, le temps en anglais. Notre invité aujourd'hui, dans le cadre de ce magazine, Jean Duchazot. Bonjour Monsieur Duchazot. Bonjour, bonsoir Laurent. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci beaucoup, comme d'habitude d'ailleurs. Alors, vous êtes, pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, psychothérapeute, mais vous avez géré une corde, et non pas des moindres, à votre arc supplémentaire, qui est l'endocrinopsychologie. Alors, j'aimerais qu'on définisse effectivement ce qu'est l'endocrinopsychologie, puisque c'est vous qui avez créé cette pratique, suite aux travaux d'un médecin qui, lui, était Jean Gauthier. Alors, qui était cet homme, quelles ont été ses recherches et qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez, vous, en tant que psychothérapeute, reprendre ces travaux ? Le docteur Jean Gauthier, dont je suis le disciple, est un médecin qui est né avec un handicap, bon je l'ai dit souvent mais il faut le répéter à chaque fois puisque on n'a jamais les mêmes auditeurs, est né avec ce fameux handicap de l'hypothyroïdie, qui consistait en une faiblesse extrême de nos facultés psychologiques et intellectuelles, c'est-à-dire, et aussi la mémoire qui était extrêmement faible. La réflexion allait, si vous voulez, il était réfléchi, mais aucun brillant et aucune possibilité scolaire. Bref, il a eu énormément de mal pour faire ses études étant petit. Et je passe très vite, il a pu découvrir au début de sa médecine qu'il était atteint de cette fameuse hypothyroïdie dont on parlait peu, c'était peu connu à l'époque, et il a compris qu'il était atteint d'hypothyroïdie et par conséquent, il avait l'espoir de se faire traiter par des extraits thyroïdiens. C'était en quelle année ça ? Quelle période ? C'était autour de la guerre de 14, c'était juste avant la guerre de 14. Je crois qu'il a commencé 2 ans avant la guerre de 14 ses études de médecine, 2 ou 3 ans, et il les a terminées après la guerre de 14, donc il était officier pendant la guerre de 14. Alors, donc, Gauthier a pu s'administrer des extraits thyroïdiens. Et là, il s'est aperçu que ces actions glandulaires par extrait thyroïdien étaient efficaces. C'est-à-dire que ça lui donnait de la mémoire, de la vivacité, des émotions. Il parvenait à avoir une aptitude intellectuelle beaucoup plus prononcée qu'il n'avait. Bon, quand il a constaté ça, il était émerveillé. Et il se rendait compte donc que la thyroïde était une glande extraordinaire. On connaissait un peu la thyroïde à l'époque, depuis les années 1860-70, lorsque on s'apercevait qu'elle engendrait des goitres, des maladies de base d'eau. À l'époque, c'était à l'époque justement des bases d'eau. C'est ce médecin qui a découvert ces maladies thyroïdiennes à base de goitres et d'exophtalmie. Et donc, cette thyroïde était connue, mais on avait beaucoup opéré de la thyroïde d'ailleurs à l'époque. Théodore Kocher, qui était un prix Nobel, avait opéré plus de 6000 goitres. On connaissait sans connaître, on connaissait un peu ce qu'elle pouvait nous donner comme anomalie. Mais on ne connaissait pas beaucoup les qualités intellectuelles, la vivacité qu'elle nous donnait, la vitalité qu'elle pouvait nous octroyer. Alors, le docteur Gauthier a pu s'administrer des extraits thyroïdiens, et il a su qu'il était atteint d'hypothyroïdie, et l'espoir était extrême de pouvoir se transformer. Mais alors, ce qui s'est passé dans sa tête, si vous voulez, en tant qu'étudiant en médecine déjà, et puis surtout après, il s'est rendu compte que tout ce qu'il avait appris en médecine concernant le système nerveux dominant, le cerveau, le système nerveux périphérique, enfin on ne parlait que du système nerveux, d'ailleurs ça n'a guère changé, le système nerveux étant considéré comme
le principe physiologique ou le système physiologique premier en tout, c'est lui qui dirige tout, c'est lui qui est déterminant de nos efficiences à la fois psychologiques mais aussi physiques, etc. Il a été amené à douter de cette omnipuissance, omniprésence du système nerveux, puisque lui se transformait, lui acquérait des possibilités intellectuelles qui étaient considérées comme venant du cerveau, bien sûr. L'intelligence, officiellement, c'est une opération de notre cerveau. Et lui, sans toucher le cerveau le moins du monde, en se donnant simplement des extraits thyroïdiens, il parvenait à améliorer considérablement ses possibilités vitales et émotionnelles notamment. Voilà, alors ça c'est la chycnose, ça a été le début de cette mise en doute systématique de cette omniprésence nerveuse. Ça a été la chycnose donc du démarrage de ces découvertes. Voilà un peu l'origine. Bon, par la suite j'ai pu nommer tout le contenu qu'il m'a laissé par héritage dans les années 70, 77 exactement, par l'intermédiaire de sa femme. J'ai dû nommer ce contenu et je l'ai nommé endocrinopsychologie. Pourquoi ? Parce que c'est, grâce au docteur Gautier, la découverte de l'immense influence de nos glandes endocrines sur tout ce que nous sommes, sur le plan physique, sur le plan du caractère, sur le plan de nos aptitudes intellectuelles, sur le plan de l'émotion, sur le plan de la sensibilité, sur tous les plans vraiment, sur le plan aussi de l'adaptation. Et cette endocrinopsychologie posait évidemment un problème d'ordre philosophique, et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans la suite, c'est que jusqu'à présent, on développait la psychologie, c'est-à-dire l'étude du psychisme humain. La psychologie, c'est quelque chose qui ne peut pas être scientifique puisque il n'existe de science que de ce qui est matériel. Auquel cas, on peut faire des expériences, on peut appliquer le principe de cause à effet, on peut reproduire des expériences, on peut mesurer, on peut calculer, on peut évaluer, on peut, etc. Quand il s'agit de l'esprit et de la psyché, il est impossible de faire des expériences en tant que telles. On peut toujours en faire, plus ou moins, mais elles ne sont jamais rigoureuses, ni quantifiables, ni mesurables, et la science de l'esprit, ça n'existe pas. Par conséquent, on était réduit, si on voulait faire une science de l'homme, comme ça a été le cas dans les 30 dernières années, on a voulu faire que la psychologie devienne un peu scientifique. Je pense qu'ils n'ont pas réussi leur coup, mais c'est autre chose. Eh bien, ils ont voulu donc établir la psychologie comme une science possible, une rigueur nécessaire pour connaître quelque chose de valide de notre économie générale, notre intelligence par exemple aussi. Mais c'est impossible, encore une fois, je le répète. Et alors on est condamné à, disons, à étudier la psychologie sans rigueur, sans approche scientifique et mesurable. La faculté, disons, les qualités que octroient les glandes endocrines sur notre psychisme pouvaient faire espérer justement cette nouvelle, disons, à l'endocrinopsychologie, un statut peut-être scientifique, puisque on raccrochait nos facultés supérieures à un fondement glandulaire, donc mesurable, donc matériel. Et c'est ce qu'a fait le docteur Gautier, sans vouloir faire du scientifique à état pur, bien entendu, mais déjà l'endocrinopsychologie se sépare quand même de la pure psychologie qu'on appelait autrefois la psychologie philosophique, c'est-à-dire que c'était un laïus sur nos facultés supérieures, c'était un discours intéressant, mais c'était plutôt de l'ordre descriptif, ce n'était pas une explication de ce qu'est l'attention, la volonté, l'adaptation, l'intelligence, etc. Non. Tandis qu'avec l'endocrinopsychologie, on parvenait à donner un fondement physiologique, donc glandulaire en l'occurrence, à nos efficiences intellectuelles. Et ça, c'est très nouveau. Alors j'ai appelé ça endocrinopsychologie, parce qu'il me semblait que c'était un terme qui synthétisait quelque peu l'objet d'étude. C'est-à-dire, c'est une psychologie, c'est-à-dire c'est une approche de nos facultés supérieures, c'est ça qui est intéressant. Pourquoi sommes-nous déprimés? Comment sommes-nous intelligents? Comment sommes-nous adaptés ou pas adaptés, etc. C'est quand même de l'ordre psychologique. Eh bien, les glandes allaient nous montrer comment est possible cette psychologie, c'est-à-dire cette étude de la psyché. Eh bien, c'est par le glandulaire. Mais alors là, on se heurtait, c'est un peu l'historique, mais on parlera d'autre chose après, on se heurtait au phénomène d'ordre philosophique qui consiste à dire que notre psychologie,
qui est à base de libre arbitre, n'est-ce pas? Nous sommes des êtres libres. Il y a une psychologie animale peut-être, mais enfin, chez l'être humain, cette psychologie est animée par la liberté. Nous sommes des êtres libres. Nous voulons, nous aimons, nous pensons, etc. par le biais du libre arbitre. Et comment pouvions-nous donc fonder sur une économie physiologique seulement, glandulaire, hormonale, des facultés supérieures qui étaient d'ordre purement psychologique, c'est-à-dire intellectuel aussi, psychologique, de l'ordre de la psyché, de l'ordre presque, on pourrait dire spirituel même, de l'ordre de l'esprit. Et ça posait un problème philosophique. Parce que si on fondait tout ça sur les glandes, on avait la tentation permanente de dire les glandes sont la cause de nos facultés supérieures. Et ça, c'est faux. Parce que ça serait nier totalement la liberté. On ne peut pas fonder sur une causalité matérielle le libre arbitre. Il faut quand même comprendre ça. Donc le problème n'était pas résolu tout à fait. Et comment le résoudre en fait? Parce que là, on va aller assez vite, on va essayer de dire rapidement les choses. Eh bien, la liberté, c'est-à-dire nos facultés supérieures qui s'appuient de façon permanente sur notre libre arbitre, parce qu'on ne peut pas vouloir, ni aimer, ni penser sans le libre arbitre, eh bien, le libre arbitre, donc, s'exerce par la psyché, s'exerce par le biais de l'âme humaine. Alors l'âme, c'est anima, hein, c'est vaste, mais l'anima, ça veut dire l'âme qui anime, c'est le terme latin, la psyché, c'est le terme grec. Cette psyché, c'est bien elle qui contient le libre arbitre. Quand je dis je veux, c'est je. Je veux, donc je suis libre pour opérer mes facultés. Voilà. Et comment les glandes alors peuvent-elles être si, je ne vais pas dire déterminantes, parce que ça serait retomber dans le problème, pas déterminantes, mais elles sont conditionnantes. C'est-à-dire qu'elles sont, de façon permanente, la condition d'exercice de chacune de mes facultés. C'est-à-dire que je ne peux pas ni penser, ni aimer, ni vouloir, ni m'adapter, ni me souvenir, sans que mon corps n'intervienne. Et le corps intervient bien entendu, mais dans le corps, ce sont les glandes en fait. Enfin, dire le corps, c'est trop vague. Bien sûr, c'est le corps. Les glandes, c'est corporel. Mais quand je dis le corps, en fait, je veux dire les glandes endocrines. Et les glandes endocrines, a montré le docteur Jean Gauthier, sont les instruments indispensables de mes opérations mentales. Alors ça, c'est très fameux et c'est très nouveau aussi. On l'a peut-être dit d'une autre façon, on a supposé effectivement que les glandes avaient un rôle assez important dans nos efficiences intellectuelles ou psychologiques, ça c'est vrai, mais on n'a jamais approché le problème avec une précision suffisante pour dire comment justement, quand on pense, quand on veut ou quand on aime, les glandes endocrines sont impliquées. On le disait de façon extrêmement vague, il s'agissait maintenant de préciser les choses. Donc pour finir cette question philosophique, comment puis-je dire que je suis libre si je suis conditionné par mes glandes? Eh bien, la réponse est la suivante, c'est que la liberté, c'est bien le propre de l'esprit, c'est d'accord, mais le corps est l'instrument de mes opérations. Comme je suis une personne avec un corps et un esprit, ces deux paramètres, c'est vrai, sont bien deux, mais ça ne fait qu'un. Une personne est unifiée, doit être unifiée, bien qu'il y ait le corps matériel et il y a l'esprit. Mystérieux, certes. Et comment ça fait bon ménage tout ça? Eh bien, l'instrument alors doit être, comme je l'explique dans certains exposés, en équilibre glandulaire. Si ce corps fonctionne bien, il doit être en équilibre glandulaire. S'il est en équilibre glandulaire, il va être un instrument harmonieux, adéquat, comment dirais-je... Nous permettant d'exercer notre libre arbitre de manière vraiment optimum. Voilà, exactement. Alors, cet instrument va être de plus en plus parfait si je m'efforce évidemment de le régler. On peut le régler par la vie, par beaucoup de choses, par même éventuellement certaines thérapies. Bref, si donc cet instrument est de plus en plus parfait, s'il est très équilibré, eh bien il va permettre à mon esprit d'opérer. C'est-à-dire je vais pouvoir penser normalement, avec plus ou moins de performance, selon mon hérédité, selon mes facultés et mes dons, bien sûr. Je vais pouvoir vouloir et non pas être velléitaire. Je vais pouvoir aimer et non pas rester dans l'égoïsme pur. Je vais pouvoir m'adapter et non pas m'effondrer dès que je vois un stress terrible. Je vais pouvoir, enfin, etc., on pourrait continuer. Je vais pouvoir finalement rester
en vie et pas trop malheureux si possible. Donc, essayer de vivre ma vie sans trop de souffrance, bref. Donc, ces opérations mentales s'exercent par le biais de mon corps, en fait de mes glandes. Si mes glandes sont en équilibre glandulaire, mon corps est un instrument, comme j'aime à dire, un instrument qui va être adéquat, qui va être un bon instrument. Et donc je vais pouvoir opérer et être efficace dans mes opérations mentales. Si ce n'est pas le cas, si je suis en déséquilibre, c'est un peu schématique certes, mais enfin, si je suis en déséquilibre glandulaire, eh bien je vais être un sujet en difficulté. Pas seulement physiquement, parce que ça c'est autre chose, c'est la maladie, d'accord, on peut être. Mais je parle sur le plan psychologique ou intellectuel. La difficulté pour moi sera alors d'être soit déprimé, triste, sans entrain, soit avec des difficultés intellectuelles, blocage, incapacité de me concentrer, impossibilité de réaliser une œuvre intellectuelle, etc. Manque de sommeil. Ah bien sûr. Soit morale, impossibilité de suivre un chemin qui me conduit à mon harmonisation intérieure, lutter contre certaines tentations, par exemple, on me propose de la drogue, c'est vrai que j'avais touché à ça, mettons 10 ans avant, et là on me propose de revenir, alors j'hésite, j'ai risque de retomber, mettons ce problème-là d'accoutumance ou d'addiction, ce sont des choses auxquelles je dois renoncer absolument. Non pas seulement sur le plan moral seulement, bien entendu, mais sur le simple plan physio-psychologique. Parce que si je commence à me rendre dépendant, par exemple, puisque j'ai pris cet exemple, de drogue, je ne vais plus être libre. Car la liberté consiste toujours à agir selon un but que je dois poursuivre, qui me permette de m'épanouir de plus en plus, et que si je deviens addictif, je ne peux plus rentrer dans cette dynamique d'harmonie. Je vais me désharmoniser et mes glandes vont être en profond déséquilibre. De la dépression, etc., puis tout le reste, et le suicide éventuellement. Voilà, si vous voulez, rapidement dit, l'origine de tout ça, le problème que pose l'endocrinopsychologie. Et je dis que l'endocrinopsychologie, c'est comme la véritable... Enfin, je suis un peu ambitieux pour cette science-là, bien entendu. Il faut qu'elle soit reconnue un jour, j'espère, mais c'est la science d'avenir, la science entre guillemets, parce qu'il n'y a pas une vraie science dans la mesure où il y a l'esprit, mais c'est vraiment, plutôt qu'une science, c'est une connaissance authentique de l'être humain. Voilà, une connaissance totale, globale, puisqu'il y en a pour tous les goûts, il y en a pour les psychologues, il y en a pour les physiologistes. En réalité, il ne faut pas que cela se regarde de travers, il faut qu'ils s'unissent, parce que l'homme ne peut pas être, comment dirais-je, l'objet malheureux d'une division d'intellectuels qui ne savent pas se retrouver. Alors, suite à ce propos, plusieurs questions sont soulevées. Alors, on voit donc le lien très fort qui unit, je dirais, le corps et l'esprit, notre psychologie, dépendant ou conditionnée par l'équilibre de ces fameuses glandes endocrines. Mais alors, qu'est-ce qui cause ce déséquilibre? Alors, on a pu le voir, à savoir, de par notre choix, ou de par nos choix, de choisir une addiction. On a eu le choix de la prendre ou pas, cette addiction, que ce soit la cigarette, la nourriture, une dépendance à autrui, pourquoi pas, ou à une drogue beaucoup plus forte, qu'importe. Mais vous nous dites que dès le moment où il y a cette addiction, il y a peut-être petit à petit un déséquilibre hormonal qui se fait via les glandes endocrines. Alors, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui pourraient expliquer qu'il y ait ce déséquilibre ? Oui, il faut rester dans les principes, évidemment, il ne faut pas rentrer dans tous les détails. Le principe est quoi? Lequel? Eh bien, le déséquilibre, c'est vraiment le problème. C'est celui qui est acquis par la vie qu'on mène. Mais quel rapport avec la vie et les déséquilibres? C'est ça qu'il faut quand même préciser. Disons plus globalement que nous naissons avec un potentiel. Nous avons des glandes qui subissent une évolution glandulaire. Gauthier l'a expliqué, dans les ouvrages c'est inscrit. Nous commençons par être, disons, surrénalien quand on est, l'enfant est sous la dominance de cette surrénale, puis à 1 an, il commence à devenir thyroïdien, donc la dominance thyroïdienne arrive chez l'enfant, ça se voit par de multiples facteurs, nous ne pouvons pas rentrer dans les détails ici. Ensuite, à partir de 7 ans, il devient hypophysaire, et ensuite génital. Donc il subit une évolution. Cet équilibre est affermi par les pubertés, parce qu'il y a 3 pubertés. Il y a une première puberté au 8e jour, une deuxième, la puberté classique, qui est la deuxième en réalité, et puis une troisième,
qui passe plus ou moins inaperçue. Elle est dans la foulée de la deuxième. Elle a lieu vers 14 ans. Et elle correspond à une évolution encore plus importante de la glande génitale interstitielle, qui est cette glande de l'équilibre glandulaire. Voilà. On en a parlé dans le passé, il faudra peut-être y revenir, on verra. Donc, la nature prévoit 3 périodes qu'on appelle les pubertés, bien qu'on dise qu'il n'y en a qu'une actuellement, parce que les autres sont passés inaperçus. Mais l'auteur Jean Gauthier a bien fait la distinction. Il y a 3 pubertés, c'est-à-dire 3 périodes de stimulation glandulaire, en fait, d'équilibrage glandulaire. Et donc la puberté n'a absolument pas pour but l'avènement des possibilités de reproduction comme on le croit de façon très commune. D'ailleurs, c'est même pas commun, c'est une conséquence, on va dire. C'est-à-dire qu'officiellement, on considère que, oui, c'est une conséquence, mais officiellement, la finalité de la puberté, ce n'est pas l'équilibre, comme je le dis, l'équilibre glandulaire, ce qui est bien autre chose que la sexualité. Ben on dit c'est l'avènement de cette possibilité de reproduction que j'ai en raison de cette excitation glandulaire qui survient à cet âge-là. Ce n'est pas ça. Donc cet équilibre glandulaire, quelque chose qui est manifeste chez la plupart des personnes, elles naissent normales, elles évoluent, elles reçoivent l'éducation, le langage, etc. Et ce potentiel glandulaire va être le potentiel de chacun d'entre nous, et ce potentiel, puisqu'on est libre, il va se mettre à dépendre de notre libre arbitre. Parce que le corps, disais-je, c'est un instrument. Et un instrument, c'est fait pour servir. Un marteau, c'est fait pour enfoncer un clou, par exemple. De même, une fourchette, c'est fait pour manger, etc. Si mon instrument est de travers, il faut quand même que je le fasse réparer. Mais le libre arbitre est vraiment l'idéal pour gérer cet instrument. Si on est en très grande difficulté, on va pouvoir avoir recours à des aides, car notre libre arbitre n'est plus alors en mesure de réparer ce déséquilibre. Il faut, parce que la vie et parce que les difficultés, notre faute éventuellement d'ailleurs aussi, nos problèmes, bref, il faut avoir recours à des thérapeutes, à des méthodes qui peuvent agir sur notre santé. En fait, sur notre équilibre, il faudrait mieux dire que la santé. Parce que là, on n'est pas dans la médecine, on n'est pas malade. Le déséquilibre est une notion qu'on pourrait accoler à la médecine. On pourrait, mais ça n'est pas le problème. L'équilibre, c'est quelque chose qui n'est pas médical. On peut être en très bonne santé en déséquilibre glandulaire. Quelqu'un en a des difficultés d'adaptation intellectuelle ou psychologique, etc. Donc, l'équilibre est un potentiel que je vais devoir gérer. Comment le gérais-je ? Je le gère par l'éducation que j'ai reçue, donc les automatismes que j'ai pu forger, par le fait que ma mémoire m'a montré que ça c'est bien ou ça c'est faux, ou ma mémoire et ma connaissance, ou ça c'est bien ou ça c'est mal, veux-je dire, et ainsi j'essaye de me protéger de tout ce qui pourrait me faire du mal. Donc, le libre arbitre est ce qui me permet de cheminer sur une voie qui va m'empêcher, peu ou prou, m'empêcher de me perdre dans des chemins de traverse. En quel cas, je me retrouve un beau jour perdu dans une sorte de forêt de la vie, et il va falloir qu'on me remette sur le droit chemin. Alors, droit chemin, ça veut dire quoi ? Chacun, comme on le disait, chacun voit au mieux ce qui lui convient, ce qui l'harmonise. Chacun sait que si il tombe dans certaines accoutumances, par exemple la drogue, comme je le disais, il est sûr qu'il ne va pas se diriger vers un chemin d'harmonie. Il le sait, mais il le fait parce que la vie est tellement difficile que par faiblesse, il va imaginer, à tort d'ailleurs, que s'adonner à un plaisir momentané, un nirvana artificiel et autres, eh bien cela va, ou l'alcool d'ailleurs, va lui permettre de passer ce cap difficile. Mais on sait bien que ce n'est pas tout à fait la voie qu'il faut suivre, parce qu'ensuite on s'enchaîne à des mécanismes qui sont d'ordre glandulaire et neuroglandulaire, et ça c'est l'objet de l'endocrinopsychologie, qui font que cet libre arbitre si précieux n'est plus opérant. Et alors c'est l'esclavage plutôt qui anime ces sujets qui sont malheureux, donc la dépression est à la clé de ces difficultés. Alors le déséquilibre finalement, pour finir cette question, c'est quelque chose qui est beaucoup plus acquis que héréditaire ou fondamental, parce que ceux-là qui sont dans la difficulté d'origine,
comme c'était le cas du docteur Jean Gauthier d'ailleurs, eh bien, ce sont les handicapés, ou les petits handicapés, ce sont les arriérés mentaux, ce sont les trisomiques, ce sont des gens qui sont nés avec un déficit profond, plus ou moins profond. Tous les autres sont des gens normaux. Et ceux-là, alors, sont en capacité de gérer, par le libre arbitre, leur propre équilibre. Et voilà pourquoi il y a tant de différences entre les humains. Il y en a qui utilisent ce libre arbitre pour bien équilibrer leur système glandulaire, et d'autres qui l'utilisent pour l'abîmer. Alors on est tous différents là-dessus, parce qu'il y a des gens qui abusent beaucoup mais qui restent en équilibre relatif, d'autres c'est le contraire, mais à la longue, tout de même, ceux-là qui sont soi-disant costauds sur le plan mental ou moral, pas moral justement pas trop, mais enfin en tout cas intellectuel ou émotionnel, finissent par laisser des plumes importantes et ils se rattrapent, l'âge les rattrape si je peux dire. D'accord, donc c'est ça qui est un petit peu pervers, ou c'est le serpent qui se mord la queue, à savoir que finalement notre libre arbitre nous permet, dans une certaine mesure, d'avoir un équilibre déjà dès la naissance, avec ces 3 pubertés qui sont censées finaliser notre outil qui est le corps, et à partir de là, en fonction de nos choix, on va entretenir ou pas un déséquilibre qui peut devenir de plus en plus important au niveau hormonal. Et de par ce fait, c'est comme si on rajoutait de l'huile sur le feu. Et ce déséquilibre hormonal va venir rajouter, je dirais, la déficience, alors que cela soit, d'un point de vue psychologique, j'entends, la dépression ou une dépendance vraiment chronique, importante vis-à-vis de telle ou telle drogue. Et, comme vous le mentionniez, là, une fois que le déséquilibre hormonal et psychologique a lieu, eh bien, difficile de pouvoir remonter la pente. Et c'est pour ça qu'on se tourne généralement vers quelqu'un d'extérieur pour nous permettre de retrouver cet équilibre, cette harmonie. Et c'est là où justement on rentre en considération l'endocrinopsychologie. Alors vous parliez des recherches du professeur Jean Gauthier et de la manière dont vous-même vous êtes arrivé, parce que en tant que psychologue, on pourrait se dire, mais Jean Gauthier était médecin, vous êtes psychothérapeute. Comment est-ce qu'un psychothérapeute peut s'adjoindre les travaux, même s'il il vous les a légués? Il faut dire aussi que pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, vous étiez vous-même dans un déséquilibre hormonal au niveau de la thyroïde. Tout à fait, oui, bien sûr, oui. Mon histoire se greffe un peu sur celle du docteur Jean Gauthier. J'étais hyperthyroïdien étant petit, beaucoup de difficultés adaptatives, émotionnelles et cardiaques aussi, puisque l'hyperthyroïdie peut engendrer de l'arythmie cardiaque, c'était mon cas. Et j'ai pu être traité par le docteur Jean Gauthier, et c'est ainsi que je l'ai connu. C'est ainsi que j'ai pu m'équilibrer vraiment et devenir son disciple finalement. Parce que si j'étais un disciple complètement déséquilibré, bon, j'espère que je ne suis pas trop, je pense pas, eh bien imaginez que ça ne serait pas tout à fait pour ce qu'il faut pour défendre les couleurs de l'endocrinopsychologie. Alors voilà, ça c'est mon histoire. Et alors, ce que je pourrais ajouter juste, c'est que vous parliez de l'aide qu'on est obligé de rechercher chez ceux qui ne peuvent plus y arriver tout seuls. Et cette aide, justement, je la pratique, je la mets en œuvre par la fameuse méthode que m'a laissée le docteur Jean Gauthier, qui consiste en sa fameux générateur de champs électromagnétiques de haute fréquence, mais des fréquences entre 1 et 8 à 10 MHz. Ça, c'est des fréquences tout à fait bénéfiques, qui n'ont aucun rapport avec les ondes électromagnétiques dangereuses, notamment celles des portables, les Wi-Fi, tout ce que vous savez, tout ce qu'on sait tous maintenant. Non, ce sont des ondes qui sont parfaitement bénéfiques, qui n'ont aucun danger, bien entendu. Ça fait 100 ans qu'on les pratique, quoi qu'elles soient tombées en désuétude après la guerre, vers 1950. Et j'ai repris, donc en 1984, ce générateur. Il y a un prototype qui va arriver, donc on va diffuser cette méthode extraordinaire. Ce générateur a ce pouvoir de régulariser tout le système glandulaire et de stimuler en particulier la fameuse glande génitale interstitielle, qui est la glande de l'équilibre glandulaire. Alors ça, c'est très très remarquable. Alors ça, c'est quand même la méthode, le clou de la méthode, si vous voulez, c'est non seulement un discours que je fais pour indiquer aux gens comment ça fonctionne, l'être humain, mais c'est aussi une technique qui agit, elle, sur le corps. Moi, je n'agis pas sur le corps, j'agis sur la psyché des individus, pour leur parler, les encourager, pour leur expliquer comment ça marche. Et beaucoup de personnes m'ont dit déjà depuis longtemps, tout ce que vous me dites m'aide parce que on a besoin de savoir, on a besoin de comprendre. Et si on ne sait pas, eh bien on est dans la cécité. Et dans la dépendance, c'est encore une fois au thérapeute.
Exactement, exactement. Alors justement, le second volet de cette thérapie, c'est outre la machine qui agit sur l'équilibre glandulaire, c'est la prise en charge que doit nécessairement faire de lui-même le sujet qui, voyant que un bien se manifeste, un équilibre, une concentration meilleure, une timidité moins grande, enfin il y a beaucoup de résultats différents et divers, eh bien à ce moment-là, on peut considérer que il s'agit d'une libération. En fait, on les libère des carcans qu'ils ont tricotés au cours des années, qui ont fait qu'ils souffrent, qu'ils sont fatigués, qu'ils sont émotionnels, qu'ils sont sans concentration et autres. On arrive à les améliorer, et après je leur dis, mais attendez, la machine, ce n'est qu'une machine. C'est vous qui allez maintenant vous libérer et pouvoir agir en fonction du but à atteindre, qui est votre épanouissement par exemple, à partir d'une amélioration de l'instrument corporel, c'est-à-dire l'équilibre glandulaire. Voilà. On va approfondir tout ça. La première page promotionnelle. Jean Duchazot, aujourd'hui invité du magazine Santé et Spiritualité. Jean Duchazot est psychothérapeute et il a créé donc cette pratique dont nous parlons aujourd'hui, endocrinopsychologie. Pour en savoir plus, un numéro de téléphone fixe, un portable, mais on va avoir quelques détails à donner, ainsi qu'un site internet, certains ouvrages pour vous renseigner davantage. Alors pour ce qui est du numéro de fixe, Monsieur Duchazot, il sera, on va dire, utilisable jusqu'à une certaine période, après quoi vous êtes amené peut-être à changer de ligne téléphonique ou autre, donc ça sera sur le portable qu'il faudra se diriger. Je donne donc le numéro de téléphone fixe pour commencer, le 01 47 63 16 30, 01 47 63 16 30. Et donc on pourra utiliser le téléphone fixe jusqu'à quelle période à peu près ? Je suppose que pendant une quinzaine de jours, je vais avoir des difficultés. Mais actuellement, ça marche encore, mais dans 3-4 jours, je vais rentrer en difficulté. Donc il faut que les gens m'appellent sur le portable. Que je donne tout de suite, le 06 23 16 30. Non. Ouais. Ah non, n'importe quoi. Non, c'est une erreur. J'ai mal transcrit, excusez-moi. C'est n'importe quoi. Alors je vous donne le numéro. Ouais, voilà, 06 23 16 57 16. Pardon. N'importe quoi, j'ai fait une erreur, j'ai confondu les numéros. Donc, 06 23 16 57 16. Voilà qui est noté. Et pour ce qui est du site internet, equil-vital.info, www.equil, la touche 6 de votre clavier, vital, vital.info. Pour ce qui est des différents ouvrages que vous pouvez retrouver notamment sur le site internet, je peux vous citer ces différents titres, Ces glandes qui nous gouvernent, ou encore Le sommeil perdu et retrouver l'origine glandulaire du sommeil. Ou encore ce livre que j'ai lu qui est vraiment très très bon, Le secret dévoilé du corps et de l'esprit, l'action prodigieuse des glandes endocrines. Vous avez aussi Le sommeil et les rêves, ont-ils livré leurs secrets? Ou encore Connaître l'harmonie et les dangers de la sexualité. Le bégaiement, son mécanisme psychophysiologique. Ou encore L'origine glandulaire des troubles mentaux, le fonctionnement des facultés mentales par l'endocrinopsychologie. Fin de cette première page promotionnelle. Une question que j'aurais souhaité vous poser, c'est dans quelle mesure les travaux du docteur Jean Gauthier ont pu, parce que c'est déjà une base, une assise très importante d'un point de vue scientifique. On voit le lien de causalité entre la psychologie et le corps via les glandes endocrines. Et quand vous rencontrez des collègues à vous, puisque là on parle des questions d'ordre philosophique qui sont extrêmement importantes sur justement cette notion du libre arbitre que nous avons et cette interrelation qu'il y a avec le corps. Donc j'imagine aussi que vous avez eu l'occasion d'en parler avec des confrères, voire même peut-être lors de rencontres avec des médecins. Donc la question qui se pose, c'est quels sont les échos de cette vision des travaux du docteur Jean Gauthier? Alors la réponse que je peux faire là-dessus, c'est que il est évident que j'ai quand même quelques contacts, mais vous savez, étant donné l'originalité profonde de ces travaux, et étant donné le formatage nécessaire de tous ceux qui sont formés, puisque une formation formate, et je n'échappe pas moi-même d'ailleurs à ce formatage, sans doute que je suis formaté à l'endocrinopsychologie, et ceux qui sont formatés autrement vont dire, mais qu'est-ce qu'il a ce type à parler des glandes comme ça, il est complètement dans son problème. Bon, on n'en sort pas.
il faut savoir si c'est vrai ou pas vrai, quoi. Il faut savoir étudier, voir la validité d'un apport, d'une science, étudier, confronter et voir si vraiment la vérité est approchée dans notre fonctionnement. Voilà. Et ça, c'est extrêmement laborieux, difficile. Alors, ceux que j'approche, lorsque je les sens ouverts, car c'est ça la condition sine qua non, c'est-à-dire pas trop formatés, justement. Mais on est tous formatés, si on peut dire. Mais si quand même quelqu'un est ouvert... Et prêt à être dans l'écoute, dans le dialogue. Voilà, si on est prêt au dialogue. Et puis surtout, si on a une sympathie déjà immédiate, à ce moment-là, on peut peut-être doucement et prudemment dire, voilà... je m'occupe de tel domaine, ceci, et qu'est-ce que vous pensez, vous? Alors, on confronte, et ma foi, ça les étonne un peu, mais ils sont ouverts, donc ils peuvent éventuellement aller chercher plus loin, etc. Ça, c'est possible. J'ai quand même parfois des médecins aussi qui viennent me voir, des gens par définition ouverts, parce qu'un médecin, ils sont très aussi formatés comme tout le monde, donc ils ont leur science, leur art, et si tout d'un coup quelqu'un arrive à dire mais c'est pas ça du tout, c'est autrement, ceci, cela, et c'est tout mon formatage, allez, j'emploie le même mot pour moi aussi, à ce moment-là, il y a un refus net, ça n'est pas compris. Par conséquent, je ne parle pas de ça à tout venant. Je parle de ce domaine à des gens ouverts par définition, et c'est pas tellement répandu. J'en parle... Vous savez, je vais vous dire, j'en parle tellement dans mon propre cabinet que dès que je suis à l'extérieur, j'essaye de plus en parler du tout. Donc c'est réglé. Et que dans mon cabinet, en général, ne viennent que plus ou moins des patients, et parfois des thérapeutes d'ailleurs. Mais ceux qui viennent me voir, c'est récemment encore qu'un ostéopathe est venu me voir, eh bien, ils viennent parce qu'ils ont une ouverture telle qu'ils veulent qu'on approfondisse un peu ce domaine qui peut se trouver en conjonction avec le leur, et c'est un intérêt qu'ils ont, un bon intérêt d'ailleurs, et là ça fait des liens bien sûr. Est-ce que le bouche à oreille a fait qu'à un moment donné vous avez eu vous-même des psychothérapeutes qui sont venus dans votre cabinet pour suivre justement l'endocrinopsychologie en tant que patient, j'entends, oui, tout à fait. voire des médecins? C'est arrivé quelques petites fois, pas souvent, mais j'en ai eu. J'en ai eu récemment d'ailleurs, mais c'est pas très souvent. Mais j'ai donc des médecins aussi, ostéopathes, kinés, mais j'ai eu tout ça. Parce que parmi ces personnes, il y en a beaucoup qui sont ouvertes et qui essayent de chercher aussi dans d'autres directions. C'est légitime aussi. C'est ça. Et heureusement. Oui. Suite à cette question, la manière dont vous parlez de l'endocrinopsychologie, et puis il y a ce site internet, est-ce que vous avez l'occasion peut-être de former aussi des confrères à vous qui souhaitent réellement bien pratiquer l'endocrinopsychologie? Ah, tout à fait, bien sûr, oui. Je donne des formations dans le cadre d'une école de naturopathie, par stage. Et alors, je le fais depuis la deuxième année, là. On va le faire encore dans d'autres structures probablement. Dès lors qu'on va commencer à diffuser la méthode, il va falloir qu'on fasse des formations adaptées par groupe. Et on va faire une formation à chaque personne qui veut acheter la machine. On va pas faire une formation, il faut faire une formation groupée. Bon, je ne sais pas exactement comment je vais m'y prendre, mais la formation va s'imposer pour pratiquer la méthode. Oui, c'est prévu. Bon, en tout cas, c'est bien. Ça donne déjà un avenir plus ouvert encore pour cette nouvelle pratique qu'est l'endocrinopsychologie. Alors, on revient sur cette machine qui est extrêmement importante, puisque c'est la base, c'est le fondement. À savoir que quelqu'un qui est dans cette dépendance, qui est en dépression, bref, qui a, même d'un point de vue de cet équilibre glandulaire, un déséquilibre qui s'est adjoint. La thyroïde est une des glandes qui est extrêmement importante. C'est vrai qu'on en parle régulièrement quand je vous ai à l'antenne, comme si cette glande était prépondérante dans notre équilibre au niveau notamment émotionnel. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Déjà, nommer ces 4 glandes, parce qu'il y en a 4, vous les avez nommées succinctement tout à l'heure, et puis de nous expliquer pourquoi cette glande thyroïdienne est si importante, de prime abord, comme ça. Tout à fait. Alors la thyroïde est une glande vraiment extraordinaire. C'est une glande que les Égyptiens représentaient déjà par un soleil, placé devant le cou. Bien sûr, ils ne connaissaient pas la thyroïde en tant que telle, sans doute, mais ils savaient qu'à cet endroit du cou, devant le cou, il y avait quelque chose, un organe, qui avait un pouvoir, lequel? Eh bien, de rayonnement, un pouvoir magnétique, que sais-je. On ne sait pas pourquoi il y avait cette représentation d'un soleil. C'est le docteur Jean Gauthier qui le cite en le reprenant d'anthropologues, etc., des égyptologues, etc.
Donc la thyroïde est une glande qui s'avère extraordinaire, et il se trouve que Gautier, le docteur Jean Gautier, a été suscité par, on pourrait dire par Dieu, ou par je ne sais qui, par je ne sais quel Deus ex machina, mais enfin pour moi, Inspiration. c'est plutôt le divin qui est à considérer dans cette occurrence. L'auteur Gautier est un être humain qui est né avec un handicap, il est né pauvre, il est né en difficulté. Et comment se fait-il que cet homme a été celui qui a promu véritablement une discipline humaine de connaissance complète, on peut dire ça sans exagération à mon avis, de l'être humain. Comment cet homme qui m'a légué 10 000 pages environ de textes manuscrits, d'ouvrages, de conférences, de manuscrits tapés à la machine, anciens, mais aussi manuscrits, et comment se fait-il que cet homme ait pu approfondir cette influence des glandes endocrines sur toute notre nature? Il est allé très très loin. Et mes ouvrages sont une sorte d'explicitation de ce travail. Je vais continuer, j'en ai d'autres à faire paraître, sur les émotions notamment. Eh bien, je ne sais pas donner l'explication. Je sais que l'accident de sa vie, l'accident, c'est-à-dire ce qui est arrivé à ce docteur Jean Gautier, ça a été qu'il est né handicapé, et il a voulu absolument trouver le moyen de s'en sortir. Et c'est par le fait de s'en sortir qu'il a pu être comme animé par cette passion de découvrir de quoi il était atteint, et par là de découvrir les mécanismes humains, psychologiques, intellectuels, etc. Donc les glandes sont vraiment le nec plus ultra, les tenants aboutissants quasi absolus de ce que nous sommes sur le plan des mécanismes humains et mentaux. Alors l'auteur Jean Gautier a développé ça par sa propre histoire, c'est quand même assez étonnant. Il est le seul au monde. Gautier, c'est une histoire invraisemblable. Comment peut-on d'un handicap devenir un génie? Parce que c'est un homme hors du commun. Bon. Et alors, je ne sais plus la question que vous me posiez. Alors, la thyroïde, oui, c'est ça, la thyroïde. La thyroïde, c'est une glande extraordinaire qui l'a fait tant souffrir, a été extrêmement étudiée par le docteur Jean Gautier. Il n'a eu de cesse de lire, d'approfondir toutes les parutions depuis le début du XXe siècle jusqu'à presque sa mort, parce qu'il voulait voir si ses collègues, si les recherches en physiologie pouvaient plus ou moins étayer ces découvertes. Alors, plus ou moins, n'est-ce pas? C'est un synthétique, donc il a quand même travaillé les autres travaux, il n'a pas fait que du personnel. Mais il y en a quand même beaucoup du personnel, puisqu'il était vraiment tout seul tout de même à exhumer toutes ces réalités physiologiques. La thyroïde, disait-il, est la glande de la vie. Premier point. On ne peut pas vivre sans thyroïde. Pourquoi? Parce que c'est la glande qui permet l'oxygénation sanguine. L'hormone thyroïdienne est un catalyseur d'oxygénation. Si on a une thyroïde insuffisante, on a un problème d'oxygénation. L'anoxie ou l'hypoxie, c'est-à-dire les taux de sanguin d'oxygène, sont dépendants, mais on n'en parle pas beaucoup, on le sait en médecine, mais on ne parle pas beaucoup de ça. La thyroïde, c'est l'enfant pauvre de la physiologie finalement, même si on en parle énormément actuellement. C'est vrai qu'on découvre un peu plus la thyroïde, mais elle n'est pas au niveau qu'elle devrait avoir. Elle n'est pas au niveau, on la néglige. Donc la thyroïde, glande de la vie, parce que essentiellement glande de l'oxygène, et par conséquent, c'est elle qui est à la base de tout ce qui est vital. C'est-à-dire, glande de l'adaptation. La vie, c'est l'adaptation. Une pierre ne vit pas, elle ne peut pas s'adapter, elle ne peut pas changer de régime en fonction de l'environnement. L'adaptation, c'est la thyroïde. C'est la glande de l'émotion. Emovere emotum, émotion, c'est un mouvement rapide qui est connexe de l'adaptation d'ailleurs. L'émotion est un mot sémantique qui n'est pas le même que le mot adaptation, mais sur le plan purement endocrinien et physiologique, ces deux mots différents signifient le même fonctionnement. Comment? Quand je m'adapte soudainement à une situation difficile, par exemple, je prends un exemple, il y en a 100 000, j'ai d'abord une émotion.
pour m'adapter, c'est-à-dire pour être au niveau de la situation. Un accident, par exemple. Un accident grave, 3 voitures par terre, etc., des gens sur le ballast, etc., les pompiers qui arrivent, bon bref. Quelqu'un de très émotionnel va commencer à avoir le cœur qui va se mettre à battre, la thyroïde va se mettre en hyper, etc. Eh bien, s'il est adapté à la situation, il va pouvoir porter secours. Mais s'il ne l'est pas adapté, Il va se laisser envahir par l'émotion. voilà, et il va soit avoir une syncope, soit il va fuir à toutes jambes, soit il va tomber raidement, enfin bref. Perdre son sang-froid. Voilà, personne n'en prend. Donc, pour s'adapter, il faut un équilibre glandulaire. Il faut donc juguler son émotion, il faut que l'hypophyse intervienne, glande du sang-froid moral, la génitale, glande du courage et de la volonté. Tous ces glandes interviennent pour que l'adaptation soit parfaite. Mais c'est quand même la thyroïde qui est la glande princeps de l'adaptation. Mais l'émotion fait partie parce que mettez un hypothyroïdien ou un trisomique devant une situation de ce genre. Écoutez, j'ai 10 000 € à parier qu'évidemment, cette personne trisomique, par exemple, donc hypothyroïdienne, il ne faut pas oublier qu'ils sont d'hypothyroïdiens, les trisomiques, va être là, elle va pas avoir d'émotion. Elle va peut-être comprendre quand même, selon le degré de maladie qu'elle a, mais que c'est un accident, mais l'émotion, et donc l'adaptation, pareil, elle ne va pas être au niveau de l'adaptation. Par conséquent, l'adaptation et l'émotion sont dépendants de la glande thyroïde. Mais la vie vigile, la vie diurne, quand je pose le pied par terre, quand j'ai bien dormi, ma thyroïde refait surface après avoir été en hypofonction pendant toute la nuit, puisque le sommeil est une hypofonction thyroïdienne. La personne qui commence à vivre le matin, commence à s'habiller, elle va se faire ses ablutions, va petit déjeuner, etc. La thyroïde se remet à travailler. C'est-à-dire que la personne s'adapte, travaille, pense, fait son programme, va au travail, peu importe. La thyroïde est nécessaire dans ce domaine. Pour la vie diurne. Donc, la vie, glande de l'adaptation, glande de l'émotion et glande de la sensibilité. Toute la sensibilité est gérée par la thyroïde. Les hypersensibles sont avec une thyroïde qui leur donne cette sensibilité, en général physique, émotionnelle, intuitive, intellectuelle aussi. Mais attention, je fais un petit nota bene là, une cédule, je ne sais pas comment on dit, pour dire que la sensibilité, elle peut parfaitement être égoïste. Je suis sensible à la douleur, dès qu'on me touche, je réagis. Mais il existe une sensibilité altruiste. La sensibilité alors s'applique à l'autre, à ce qu'il ressent, à ce qu'il peut souffrir, à ce qu'il peut ne pas souffrir, etc. Et cette sensibilité est une sensibilité, mais elle est altruiste. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui sommes impliqués par cette sensibilité, mais elle s'applique à la considération d'autrui. L'empathie. Oui, voilà. Alors ça, ce n'est pas tout à fait la thyroïde joue, évidemment. Elle joue partout. Mais la génitale se mêle de cette sensibilité. Les génitaux sont très sensibles sur autrui. Ils sont en résonance, ils sont extrêmement empathiques, justement. J'ai parlé de la thyroïde, très succinctement, la vie, la sensibilité, l'émotion, l'adaptation et la vie diurne. Quel est le contraire ? Le sommeil, l'anesthésie, le coma. Il y a d'autres petits paramètres, par exemple la grande dépression, bien que la syncope, tous ces phénomènes qu'on étudie, on a étudié autrefois plus ou moins en médecine, évidemment tout est nerveux pour la médecine, évidemment, alors que tout est glandulaire en fait. Ces paramètres que je viens d'énoncer, qui s'opposent complètement mot pour mot au précédent, alors je vais le faire tout de suite. La vie, c'est la thyroïde, j'ai dit. Mais la mort, c'est le contraire. Eh bien la mort, c'est l'arrêt de la thyroïde. Le sommeil, c'est l'hypofonction thyroïdienne. Et son envers, c'est la vie diurne. L'émotion, c'est une activité thyroïdienne. Et l'absence d'émotion, alors là, comment le qualifier ? L'absence d'émotion, notamment les hypothyroïdiens sont complètement avachis, ils n'ont pas de réaction, et pas d'adaptation non plus. L'insensibilité,
c'est le contraire de la sensibilité. Et l'anesthésie, c'est une mise en repos absolu de la sensibilité. Le coma, c'est une mort apparente. C'est le sujet vivant, mais il a un arrêt thyroïdien. Et Gautier préconisait autrefois quelques expériences, mais on ne peut pas les faire sur les êtres humains, sur les animaux. On pourrait peut-être le faire, mais enfin, je ne suis pas très pour les expériences animales à vrai dire. Ça serait de ranimer une thyroïde comateuse par des extraits d'alcool à 90 avec des micro-électrodes, ou des micro-piqûres, des piqûres extrêmement, avec des piqûres très fines, avec des instruments de quelques microns, même pas d'ailleurs, puisqu'on peut percer la thyroïde sans trop de danger. C'est une hypothèse technique que Gautier, disons, dont il parlait il y a 50 ans. On pourrait ranimer des comateux ainsi, disait-il. Par conséquent, quoi qu'on fasse dans la considération des éléments vitaux adaptatifs de l'être humain, on rencontre la thyroïde. Que ce soit dans la vie diurne ou dans la vie d'hypofonction. L'insensibilité. Alors, l'anesthésie, par exemple, c'est un coma artificiel. La sensibilité d'origine thyroïdienne, lorsque on injecte du propofol à un sujet, qui est un anesthésique puissant, eh bien, il va y avoir une anesthésie totale. On va pouvoir le charcuter, il ne sentira plus rien. C'est parce que la thyroïde s'est mise dans un état d'hypofonction radicale, un sommeil extrêmement profond, un sommeil artificiel, on appelle l'anesthésie, et ça vient encore de l'hypofonction thyroïdienne. Donc voilà déjà pour la thyroïde une petite synthèse générale. Alors, c'est quand même. Alors, est-ce que au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée du pourcentage de personnes qui sont soit en hypothyroïdie ou en hyperthyroïdie? J'ai pas la statistique, mais il y a beaucoup en tout cas. Parce qu'il y a la maladie d'Hashimoto qui est très répandue maintenant, qui est une maladie auto-immune, qui consiste en une insuffisance relative de la thyroïde, qui est due, cette insuffisance, à une fatigue de la vie, une fatigue de la thyroïde engendrée par une multiplication des stress, des soucis, des préoccupations, et tous ces paramètres, préoccupations, stress, mettent en jeu la thyroïde, glande de l'adaptation de la sensibilité. Lorsqu'on a un stress, une préoccupation, un souci, la thyroïde est au travail. Elle se délite, elle fatigue, elle se fait mal, elle se désharmonise. Alors, ponctuellement, ça va, mais lorsque c'est devenu chronique, attention, la thyroïde souffre, et c'est la glande de notre vitalité. Donc, lorsque quelqu'un a vécu trop sur les chapeaux de roue, à un certain âge, la thyroïde va se fatiguer. Et se fatiguant, elle va diminuer son régime hormonal et fonctionnel. Et dans ce cas-là, plusieurs choses. Soit c'est assez ennuyeux, c'est-à-dire les gens dépassent les bornes, ou il y a des pollutions de tous ordres aussi, ça joue. Il y a eu Tchernobyl, etc. Dans ce cas-là, elle forme des nodules. Il va y avoir des nodules, c'est-à-dire des sortes de petites des durcissements tissulaires, des bizarreries fonctionnelles et cellulaires qui vont faire on appelle ça des nodules, des sortes de petites tumeurs bénignes qui ne sont pas du tout normales, qui ne sont pas dangereux non plus, il faut les surveiller, mais enfin, c'est classique, il y en a de plus en plus. Et cette thyroïde, donc, souffre et a des nodules, et surtout, elle est un peu en hypofonction. Et dans ce cas-là, les médecins, évidemment, donnent une compensation thyroïdienne, avec une hormone thyroïdienne de synthèse. Alors, évidemment, dans l'optique où je suis, j'essaye de refaire un équilibre, évidemment. Je n'en parlerai pas davantage, parce que je ne veux pas trop dévoiler un peu tout ça, mais disons que l'Hashimoto est une anomalie de l'adaptation. Ce n'est pas très très grave, c'est pas toujours ce qu'on entend d'ailleurs, il faut s'en occuper, mais par le biais d'une équilibration, et non pas par le biais, me semble-t-il, d'une compensation quantitative qui n'a rien à faire et à voir avec un équilibrage quelconque. D'accord, donc si j'entends bien vos propos, puisqu'on parle d'endocrinopsychologie, à savoir que les personnes que vous avez pu recevoir dans votre cabinet qui sont dans ce cadre-là,
quand, en tant que psychothérapeute, vous les questionnez, ils se retrouvent dans cette inadaptabilité d'une certaine manière, ou alors un surplus émotionnel, ou inversement, s'ils sont en hypothyroïdie, une sorte de pas envie de goût à la vie d'une certaine manière, d'une manière générale. Bien ça? Tout à fait, oui. Ah, Bien d'accord. sûr, absolument. Et puis, alors, il y a l'hypophyse. Ah, l'hypophyse. Alors, oui, j'allais dire rapidement parce qu'il y en a une qui est extrêmement importante et vous l'avez précisé à 2 reprises, c'est la glande génitale interstitielle qui, elle, est celle qui permet aux 3 autres d'être en équilibre. C'est ça, oui. Donc, en tout cas, pour ce qui est de l'hypophyse. Alors l'hypophyse, cette fameuse glande dont on dit qu'elle était le chef d'orchestre, qui n'est pas tout à fait la bonne formule à mon avis, mais enfin elle a un rôle de stimulateur, c'est une glande horloge, une glande qui a cette possibilité de calculer des espaces-temps, elle a ce pouvoir de déclencher par exemple la première puberté à 8 jours. À 8 jours, 9 jours, déclenchement de la première puberté, et puis la deuxième puberté à 12 ans environ, et les règles tous les 28 jours. L'hypophyse a ce pouvoir. Et c'est ainsi que le docteur Gautier, de façon géniale d'ailleurs, a pu induire de cette possibilité de l'hypophyse d'établir des calculs, eh bien, la possibilité qu'elle avait sur le plan intellectuel. C'est ainsi qu'il a dit que l'hypophyse avait une possibilité mathématique. C'est elle qui donnait l'esprit mathématique, ou le calcul, l'appréciation, le jugement, l'évaluation. Donc les scientifiques sont des hypophysaires cérébraux. D'accord. Donc, je prends l'exemple d'une femme qui a des problèmes dans ses règles, sur le fait qu'elle les ait normalement tous les 28 jours approximativement. Ouais. Hein. Mais c'est arrivé de certaines femmes qui aient leurs règles au bout de 1 mois, 2 mois, ça dépend. Et oui. des fois, on ne l'explique pas. Et donc là aussi, c'est l'hypophyse qui normalement... C'est l'hypophyse qui Donc doit là, il y a un être déséquilibre. Oui, il y a une petite anomalie de l'hypophyse qu'il faut régler. Il y a non seulement l'hypophyse, mais par rapport à la thyroïde, une femme est très thyroïdienne, il faut oublier. Donc l'hypophyse thyroïde ont des relations pas tout à fait harmonieuses, donc il faut le rétablir. On peut le faire sans problème. Il faut régler. Et alors voilà, pour l'hypophyse. Alors, c'est une glande qui gère aussi des métabolites, elle a un calcul à faire, par exemple, un argument de plus pour dire qu'elle est calculatrice, c'est que lorsque la thyroïde baisse de régime parce qu'on fatigue trop, elle baisse, la vitalité n'est plus assurée comme il faudrait, à ce moment-là, la TSH, c'est-à-dire l'hormone de stimulation thyroïdienne, qui est une hormone hypophysaire, TSH. Ça veut dire thyroïdine stimulating hypophyse. Alors, l'anglais, je sais pas. Okay. Alors, cette hormone TSH est considérée, bon, ce n'est pas faux du tout, évidemment, comme schéma, mais ça n'est pas tout à fait constant non plus. Effectivement, ces rétroactions glandulaires sont acquises. Lorsque la thyroïde baisse, l'hypophyse a tendance à monter pour compenser et pour refaire monter le taux thyroïdien. Et c'est tellement un schéma classique que nombre de médecins ne considèrent plus que la TSH et non plus le taux hormonal thyroïdien, T3, T4 par exemple. Il dit tant pis, c'est secondaire, la TSH est très basse, attention donc vous êtes en hyperthyroïdie. Si elle est très élevée, alors vous êtes en hypothyroïdie, parce que la balance se fait en fonction de ce critère TSH. Alors, bon, on peut accepter, mais enfin, il y a des choses à dire là-dessus. Mais alors, ce qui prouve que, qu'est-ce qui fait agir l'hypophyse? C'est pas elle qui agit, c'est la thyroïde qui la fait agir, et conséquemment ou subséquemment, l'hypophyse se manifeste parce que la thyroïde, glande adaptative, glande du stress, glande qui gère la vitalité, et s'abaisse en régime, ou au contraire réagit trop fort, comme dans le bas dos. À ce moment-là, l'hypophyse, de façon subséquente, c'est pas elle qui induit ça, c'est la conséquence de l'état thyroïdien. Et de dire que c'est l'hypophyse qui a la glande horloge, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous comprenez? Ah oui, tout à fait. Alors pour ce qui est des surrénales, puisqu'on commence par le haut du corps, avec l'hypophyse, on descend un petit peu au niveau de la gorge, on a la thyroïde, et puis au niveau des reins, approximativement, les surrénales. Alors, les surrénales sont des glandes importantes, bien sûr. Sur le plan intellectuel, elles donnent l'esprit terre-à-terre, l'esprit concret, parce qu'elles s'opposent à la thyroïde. Les deux sont en antagonisme. Oui. L'une est très, très, très
comment dirais-je, donne l'esprit éthéré, l'imagination, la vitalité, la vivacité, etc. Et l'autre, c'est le contraire. Elle donne peu d'imagination, elle donne les pieds sur la terre, le sens concret, matériel. Les thyroïdiens, par exemple, sont des schémas rapides, bien sûr, sont crédules, sont modulables, sont influençables. Étant un hyperthyroïdien qui ne serait pas assez compensé par d'autres glandes d'équilibre, vont être ainsi. Et l'inverse, c'est la surrénale qui donne au contraire un autoritarisme, un manque d'influençabilité. Donc, il faut un équilibre entre les deux pour ne pas qu'on soit trop thyroïdien ni trop surrénalien. Voilà, donc l'équilibre entre ces deux glandes. Et sur le plan température, l'une, la thyroïde, réchauffe les téguments à cause de l'oxydation cellulaire, et l'autre refroidit plutôt les téguments par la désoxydation cellulaire qu'elle induit. Voilà. Et on en arrive à la deuxième page promotionnelle avant d'aborder la dernière, la fameuse génitale interstitielle. Jean Duchazot aujourd'hui avec nous. Jean Duchazot est psychothérapeute. Il a mis au point cette pratique, l'endocrinopsychologie. Voici un numéro de téléphone fixe et un numéro de portable, ainsi qu'un site internet. Pour en savoir plus, le numéro de fixe, le 01 47 63 16 30. 01 47 63 16 30. Alors vous pouvez composer ce numéro dans les quelques jours à venir. Cette ligne ne sera plus accessible. C'est pourquoi je vous passe ce numéro de portable, le 06 23 16 57 16. 06 23 16 57 16. Et pour le site internet où vous retrouvez toutes ces informations, www.equil-vital.info. Equil, E-Q-U-I-L, la touche 6 de votre clavier, vital, V-I-T-A-L.info. Et je vous redonne les différents ouvrages qui peuvent, bien entendu, vous aider à mieux saisir, comprendre ce qu'est l'endocrinopsychologie et puis tous les aspects, les effets qu'elle peut avoir, notamment donc les titres de ces ouvrages, Ces glandes qui nous gouvernent, ou encore Le sommeil perdu et retrouvé, l'origine glandulaire du sommeil. Ce livre, très très bien, Le secret dévoilé du corps et de l'esprit, l'action prodigieuse des glandes endocrines, Le sommeil et les rêves ont-ils livré leurs secrets, ou encore Connaître l'harmonie et les dangers de la sexualité, Le bégaiement, son mécanisme psychophysiologique, et enfin le dernier livre qui est paru il n'y a pas si longtemps que ça, L'origine glandulaire des troubles mentaux, le fonctionnement des facultés mentales par l'endocrinopsychologie. Alors on en vient effectivement à parler de la glande génitale interstitielle et ça tombe bien puisque je mentionnais le titre de votre dernier ouvrage, L'origine glandulaire des troubles mentaux. Et il s'avère que cette glande génitale interstitielle est extrêmement importante dans le cadre des troubles mentaux. Oui, tout à fait, parce que, comme Gauthier l'a établi, c'est la glande qui permet de garder l'équilibre glandulaire. Et le trouble mental est un très profond déséquilibre glandulaire, parce que la glande génitale est une glande de régulation, donc freinage ou stimulation de certaines endocrines, pour garder justement cet équilibre. Et lorsque la génitale est plus ou moins atrophiée et en très grande difficulté, les autres glandes, surtout la thyroïde, à vrai dire, surtout la thyroïde, fait cavalier seul. C'est-à-dire qu'elle se met à pouvoir atteindre des sommets fonctionnels très élevés, comme le contraire, notamment dans la cyclothymie, qu'on appelle la bipolarité maintenant. La thyroïde monte en hyperfonction, ça dure quelques temps, quelques heures, quelques jours même, et puis ensuite elle tombe en hypofonction, alors c'est la prostration, la dépression profonde, etc. Et ça c'est uniquement thyroïdien, mais parce que le régulateur génital, qui est un gyroscope fonctionnel, ne fonctionne plus correctement. Alors là aussi, pourquoi cette glande en particulier ne fonctionnerait plus? Qu'est-ce qui amène au niveau de notre libre arbitre à faire en sorte que cette glande ne fonctionne plus? Quelle est finalement la représentativité en dehors du fait qu'elle maintient l'équilibre de ces glandes endocrines d'une manière générale? À quoi correspond-elle? Eh bien, la glande génitale est une glande, j'ai dit, de libre arbitre, parce que cet instrument corporel, je reviens un peu en arrière, mais il faut. Cette glande génitale va être le garant du libre arbitre, puisque l'instrument corporel doit rester un instrument en équilibre pour qu'il soit cet instrument adéquat à mes opérations mentales. Si je suis en déséquilibre glandulaire,
cet instrument qu'est mon corps ne va plus me donner les possibilités de penser comme il faut, de vouloir, de me promouvoir, d'être attentif, etc., de penser, de me souvenir, etc. Et à ce moment-là, mes facultés supérieures vont être déficitaires. Je vais souffrir, je ne vais pas arriver à faire ce que j'ai à faire, je serai en dessous de mes possibilités. Le garant de cet équilibre glandulaire, c'est la génitale. La génitale a dû, pour ce faire, pour qu'elle soit cette glande d'équilibre, a dû subir par 3 fois une stimulation. La première, c'est au moment de la puberté, la première puberté au 8e jour. L'hypophyse lance le signal, stimule la thyroïde et les surrénales, les 3 glandes viennent stimuler la génitale. Voilà pourquoi un petit enfant, un petit bébé, à partir de 8 jours, ça dure environ 3 semaines, a tout un axe, son axe génital stimulé. Les bourses, les organes génitaux féminins sont gonflés, sont tuméfiés, sont vraiment en travail cellulaire. La poitrine également, on met même un pansement parfois, c'est rouge, c'est tuméfié, et même un liquide qui peut s'écouler. Il y a véritablement un axe génital activé, mais on ne sait pas pourquoi. Le Dr Jean Gaultier a montré que c'était en raison de la stimulation de la glande génitale. C'est vraiment génital. Mais génital ne signifie pas sexuel, voilà le problème. On a assimilé génital à sexuel. La génitale n'est pas la glande de la sexualité, du tout. La glande de la sexualité, c'est la thyroïde, et toutes les glandes d'ailleurs, ainsi que la surrénale, mais la thyroïde en premier, avec la collaboration de la glande reproductrice. Mais c'est la thyroïde le moteur de la sexualité, et non pas la génitale interstitielle. La preuve, c'est que lorsque on fait une coupe testiculaire d'un mammifère, ça a été fait autrefois, et qu'on regarde au microscope, on s'aperçoit que les canaux séminifères, donc la glande reproductrice, est hyper développée, c'est normal, mais la glande interstitielle, c'est-à-dire les hormones qui sont fabriquées par des cellules qui sont dans les interstices des canaux séminifères, eh bien, cet ensemble de cellules à testostérone sont atrophiées. Par conséquent, la glande interstitielle n'est pas la glande de la sexualité. Et en revanche, lorsque c'est l'inverse et que l'animal est en état de repos sexuel et qu'on regarde l'état de ses testicules, ça a été fait autrefois par des vétérinaires, on s'aperçoit que les glandes reproductrices, les tissus reproducteurs sont alors atrophiés, donc les canaux sont réduits, les spermatozoïdes ne sont plus produits, mais la plage interstitielle est extrêmement développée. Alors le docteur Jean Gaultier s'est dit, mais qu'est-ce qu'on nous raconte de dire et de proclamer depuis tant de décennies que la glande génitale est la glande de la sexualité, mais c'est absolument faux. La génitale, non seulement n'est pas la glande de la sexualité, mais elle est la glande antisexuelle. Écoutez, si aujourd'hui des gens peuvent arrêter de croire que la glande génitale est la glande de la sexualité, j'aurais gagné ma journée. Il faut le dire, la machine que j'ai d'ailleurs stimule spécialement cette glande génitale interstitielle. Parce qu'elle refait, disait le docteur Gaultier, la puberté artificielle. C'est très, très étonnant. Donc, la génitale, étant donné qu'elle est si bichonnée, je puis dire, par la nature qui prévoit 3 périodes pour la stimuler, est vraiment la glande qui va servir de pivot d'équilibre à la balance glandulaire, comme le fléau d'une balance de Roberval, par exemple. C'est ainsi qu'elle va être le pivot même du libre arbitre. Notre esprit libre va se servir de cet équilibre glandulaire appuyé sur la glande génitale interstitielle pour satisfaire nos opérations mentales. Mais si ma vie n'est pas conforme à cet équilibre, puisque je suis libre, je peux avoir une vie que je choisis, dissolue si je veux. Voilà. Et bien alors là, la génitale interstitielle va souffrir jusqu'à l'atrophie. Et dans ce cas-là, on commence à perdre l'esprit. On commence à délirer. On peut même se prendre pour Napoléon éventuellement. On va commencer à être plus ou moins déprimé. On va parler tout seul. Les automatismes vont se déclencher tout seuls. Et les automatismes se déclenchent lorsque la thyroïde, qui n'est plus maintenue en bon état par la régulation génitale, se met à descendre dans l'échelle du fonctionnement
et les automatismes se déclenchent par compensation à la baisse thyroïdienne. D'accord, c'est l'effet domino. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il advient par exemple des schizophrènes? Parce qu'on a parlé des fous, mais de ceux et celles qui sont enfermés et qui ne se prennent pas pour Dieu le Père, on va dire, mais qui se retrouvent être dans des instituts parce qu'ils sont un danger déjà pour eux-mêmes, mais aussi pour la société. En tout cas, c'est comme ça qu'on est défini. Alors là aussi, dans quelle mesure est-ce que leur glande interstitielle, génitale interstitielle, est-elle touchée? Eh bien, toute folie, dit le docteur Jean Gauthier, toute maladie mentale, et c'est une grande découverte, a pour fondement absolu une atrophie, plus ou moins profonde d'ailleurs, selon le degré de maladie mentale, mais en tout cas constante, de la glande génitale interstitielle. Cette chose avait été aperçue déjà autrefois, il y a bien longtemps, c'était je pense à la fin du XIXe siècle, chez des cadavres de malades mentaux, parce qu'on cherchait un peu dans cette direction. Kraepelin avait émis même l'hypothèse, qui est une hypothèse géniale parce qu'elle est pratiquement vérifiée, que les schizophrènes pouvaient souffrir non pas d'une difficulté de la lignée spermatogénétique, comme on dit en science, en physiologie, mais d'une difficulté de la glande interstitielle. Eh bien, Gauthier a confirmé tout ça, il n'a pas été le seul. Il y a le professeur Maurice Dide dans les années 20, Maurice Dide, un neuropsychiatre qui avait montré le rapport entre l'énergie morale, intellectuelle, l'attention, la sagesse de la vie et la glande génitale interstitielle. Par conséquent, cette génitale interstitielle a un rôle énorme dans notre libre arbitre et également dans notre état mental. Le sens du réel, si je ne suis pas fou, j'ai le sens de la réalité. Si je n'ai plus le sens de la réalité, je suis tout près de la folie. Et c'est la génitale qui nous donne cet esprit des réalités. Quand je prends pour Napoléon, manifestement, je n'ai pas le sens du réel, n'est-ce pas? Alors, je donne le numéro de téléphone pour vous tous qui nous écoutez. Vous avez des questions à poser à Jean Duchazot. Vous êtes les bienvenus. 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors, on va faire un petit résumé. On part du principe que nous naissons avec un équilibre hormonal à travers ces différentes glandes. Et à partir de ce moment-là, notre libre arbitre s'exerçant vient ponctuer, fluctuer ces glandes génitales interstitielles, cette glande génitale interstitielle, la thyroïde, les surrénales, l'hypophyse, si nous ne sommes pas en accord avec les principes, je dirais, de vie, si nous ne sommes pas dans cette quête du bonheur, qui normalement devrait être pour tout à chacun d'entre nous en tant qu'être humain, il y a un déséquilibre qui se crée au sein de ces différentes glandes, et à partir de là, c'est comme si on franchissait à un moment donné un seuil, et où il nous est pas possible de revenir en arrière, où finalement le corps étant tellement touché que notre esprit, on n'a plus la force avec notre esprit de pouvoir faire remonter cet équilibre au niveau corporel. Donc c'est là qu'on utilise la machine de D'Arsonval, donc cette machine que vous utilisez, qui envoie des ondes électromagnétiques sur quelqu'un et qui permet de rééquilibrer ces glandes. Et à partir de là, le psychisme bien entendu va mieux, mais reste encore à définir. Qu'est-ce qui a emmené la personne à être en déséquilibre pour ne pas retourner dans ce déséquilibre? Et c'est là où le psychologue que vous êtes intervient. Attendez, il faudrait que vous me rappeliez la question. En fait, j'ai besoin que vous me répétiez un peu la dernière question. Je n'ai pas saisi tout à fait. Le rôle de psychothérapeute que vous avez. Oui. C'est-à-dire la machine, elle remet cet équilibre. Ah d'accord, oui. Donc la psyché, elle aussi retrouve cette clairvoyance, je dirais, cet équilibre. Oui, c'est ça, alors j'ai compris. Alors, si vous voulez, bien sûr, la machine agit sur l'équilibre glandulaire, mais l'équilibre glandulaire n'est qu'une partie du problème. L'équilibre glandulaire, c'est l'instrument. Il faut que l'instrument soit en bon équilibre. Et c'est le travail de cette méthode de remettre un équilibre. Et ça, c'est très remarquable déjà. Mais j'explique aux personnes qui viennent me voir, pour ne pas qu'elles aient la tentation d'imaginer que seule une machine peut les régler. Je dis attention, vous devez relayer cette action sur le corps, car vous seul, avec votre libre arbitre, pouvez véritablement relayer cet équilibrage, parce qu'en fait, c'est vous qui promouvez cet équilibre glandulaire. La machine ne fait que régler quelque chose que vous ne pouvez plus faire vous-même. Mais dès que ça arrive au niveau de possibilité qui vous incombe, dès que vous pensez agir sur vous-même, eh bien, à ce moment-là, vous devez absolument vivre selon les principes
qui maintiennent l'équilibre glandulaire. Ça se comprend tout seul. Imaginez quelqu'un qui est fatigué, qui est crevé, qui fait les 400 coups et qui vient me voir parce que vraiment ça ne va plus, il dort plus beaucoup, il est fatigué, dépression, etc. Ouais. Et alors, voilà qu'on le règle, voilà qu'il va beaucoup mieux, il est content, il fait des progrès, dans son entourage lui dit mais tu vas beaucoup mieux, qu'est-ce que tu fais, etc. C'est très intéressant d'ailleurs, mais qu'il continuerait à vivre dans l'insomnie, en prenant beaucoup de café par exemple, en faisant des abus de toutes sortes. Comment pouvoir régler quelqu'un qui serait exactement comme un panier percé, qu'on le remplirait de sable, et le sable s'écoulerait à chaque fois qu'on le remplit. Voilà, c'est exactement l'image qu'il faut pour ceux qui ne voudraient pas relayer par leur vie d'équilibre ce système glandulaire qui a été abîmé et qu'on essaye de remettre en place. 08 92 23 95 20, nous accueillons Gérard. Bonsoir. Bonsoir Laurent, bonsoir monsieur. Et bonsoir monsieur. Je voudrais savoir si, pour ne pas devoir venir à Paris, est-ce que dans la région du Var, est-ce que vous auriez un contact pour faire un bilan, un collègue, voilà. Très bien monsieur. D'abord, je suis toujours étonné de voir des gens qui écoutent si loin là-bas. C'est très bien. Écoutez, c'est un peu le but que je poursuis en voulant diffuser la méthode. On me pose parfois ces questions. Malheureusement, il n'y a personne encore dans le Var. On m'a posé des questions à partir de Marseille, il y a quelques temps, Montpellier aussi d'ailleurs, mais pour l'instant, je ne peux pas vous répondre positivement. Il faudrait que vous puissiez me joindre ultérieurement, dans quelques mois par exemple. Oui. C'est susceptible, la réponse positive sera susceptible d'être avérée dans quelques mois parce qu'on va essayer de diffuser, mais il suffit qu'il y ait quelqu'un, un ostéopathe ou un thérapeute quelconque qui s'intéresserait à la méthode et qui m'achèterait la machine. Mais voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de... Non, il faut venir à Paris. Pour l'instant, il faut venir à Paris. Ça, malheureusement, pour des gens comme vous, pour faire un bilan, pour faire l'état des lieux, il faut venir à Paris. Voilà. Très bien. Mais je vous remercie beaucoup et bonne soirée. Merci Gérard, au revoir. Au revoir. Alors oui, encore une fois, c'est le but du jeu finalement avec l'endocrinopsychologie, c'est de redonner les pleins pouvoirs à l'individu, de lui redonner les moyens d'être autonome, responsable, et de ne pas continuer finalement sur ce qui l'a amené à venir vous voir. C'est sûr que si je suis en dépression parce que à mon travail ça va pas, je subis dépression, etc., et que je n'avais pas de fait de ma dépression la force de quitter mon travail, on vient vous voir, avec la machine ça va mieux, encore faut-il pouvoir passer à l'action et comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a pas franchi au préalable. Pourquoi vous n'êtes pas parti ? Ah mais je sais pas, je pouvais pas, ou alors j'avais pas finalement la force morale, ou alors je me sentais pas être à même de pouvoir me confronter à mes supérieurs. Donc là aussi, c'est le symbole de névroses qui n'ont pas été dépassées. Et là où le psychothérapeute rentre en ligne de compte, c'est de pouvoir déprogrammer ces névroses de façon à ce que la personne puisse passer à l'acte maintenant qu'elle va mieux. Tout à fait. Et il faut dire aussi que la génitale et la glande de la volonté, et donc dans ces sujets un peu dépressifs, et puis en dépression triste, et puis la volonté est insuffisante, donc il y a un problème de volonté, la volonté est sous-jacente à la volonté, c'est la génitale en réalité. Donc quand la volonté est atteinte, il est évident que les actions qu'on doit mener sont extrêmement laborieuses. C'est là qu'il faut quand même agir avant qu'on ne soit trop atteint. La volonté et l'attention. L'attention, c'est une sorte de volonté appliquée à l'intellectuel, être attentif à un phénomène, à une action de quelqu'un, à un texte, etc. C'est possible par la génitale. L'attention, la volonté sont essentiellement des facultés d'origine génitale. Ça fait drôle de parler ainsi. J'ai toujours dit que c'est le libre arbitre qui génère ces facultés, mais sans le corps, il n'y a pas d'efficience des facultés mentales. Donc le corps est toujours là pour prolonger une efficience mentale, donc libre, pour la rendre opérationnelle. En tant que le corps est un instrument, encore une fois, mais pas en tant qu'il peut déterminer quoi que ce soit. Le corps ne détermine pas, on ne serait pas libre. Le corps conditionne, c'est-à-dire il est la condition d'exercice de mes facultés mentales. C'est ça qui est le mystère de l'homme. Nous sommes libres par l'esprit, mais nous avons un corps qui doit absolument rester en équilibre, subtil, pour que je sois en capacité toujours de vivre, de penser, d'aimer, de vouloir, de me souvenir, de m'adapter, etc. Ça, c'est le psychisme humain, c'est la liberté d'agir.
Mais le corps, et c'est ça l'endocrinopsychologie, doit être cet instrument parfait. Et j'essaye de m'y employer. C'est le but que je poursuis, c'est aider les personnes dans une méthode très originale. 08 92 23 95 20. Patrick, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci pour cette excellente émission. Merci. Je suis un ancien élève du professeur Marchessault et depuis que j'entends parler de ce merveilleux moyen par Jean Duchasseau, je me suis promis de un jour ou l'autre rencontrer et je voulais savoir si il demeure sur Paris. Oui, je suis à Paris. Bon, j'ai vos coordonnées. C'est une histoire à suivre. Pour le continue de vous écouter avec immensément de plaisir. Je vois là quelque chose de capital en train de se dessiner. Ah, c'est très gentil, monsieur. Merci beaucoup et à bientôt peut-être. D'accord, au revoir. Au revoir, Patrick. Bon ben voilà, c'est l'occasion en tout cas avec la radio de pouvoir en parler et dire que ça existe. Il y a vraiment des moyens à l'heure actuelle qui sont mis en place. Alors, j'imagine aussi que le bouche à oreille doit faire beaucoup. Évidemment. Oui. Oui. Essentiellement d'ailleurs, évidemment, beaucoup de bouche à oreille, c'est ce qui fait que la clientèle se maintient, n'est-ce pas? Tout thérapeute veut quand même avoir des patients, c'est son but, c'est sa vie aussi, il gagne sa vie comme ça, mais le but n'est pas de gagner sa vie tout à fait, enfin ça dépend des priorités qu'on met, mais le but doit être d'abord d'aider. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Et puis, gagner sa vie, bien sûr, surtout à Paris, c'est pas toujours facile, mais les hiérarchies doivent être respectées. Et cette méthode est une aide véritable, une aide profonde, humaine, fondamentale, pas seulement humaine, parce que les psychologues peuvent aider humainement aussi, mais je crois que ça va même encore plus loin, sans exagération et sans fausse modestie. Cette méthode va plus loin parce que elle est complète, elle est à la fois psychologique, mais elle est aussi endocrinienne. Le corps a son mot à dire, vraiment. Et comme on ne connaît pas suffisamment les relations corps-esprit, on ne les connaît pas, il y a un déficit profond, il y a une méconnaissance, il y a une impéritie, et bien à ce moment-là, nous souffrons de cette impéritie, on souffre tous de ce que les psychologues ou même certains médecins ne savent pas ce que c'est qu'une dépression, on ne sait pas ce que c'est qu'une crise d'épilepsie, on ne sait pas ce que c'est, d'où vient le sommeil, on ne sait pas d'où vient le sommeil. On ne sait rien. Alors, donc, le docteur Jean Gauthier, dans son génie inventif hors du commun, a pu mettre sur la table, a pu dévoiler plus exactement, j'aime bien ce terme, enlever le voile pour derrière apercevoir la merveille du fonctionnement humain. Voilà. Et c'est pour ça que je recommande aux auditeurs ce livre que j'ai pu lire et qui retrace exactement ce dont on vient de parler durant cette émission et bien plus encore puisque vous avez de nombreux témoignages de la manière dont justement cette machine de Darsonval peut aider et c'est assez incroyable. Alors ce livre c'est Le secret dévoilé du corps et de l'esprit, l'action prodigieuse des glandes endocrines aux éditions Pierre Tecky. Voilà, ça c'est pour information. Alors justement, puisqu'on parle du sommeil, dans quelle mesure, on l'a vu avec la thyroïde, on est en hypothyroïdie quand on dort, donc une absence, ou en tout cas un manque d'oxygénation, puisque la thyroïde est aussi celle qui régule l'oxygène dans le sang. Alors est-ce que là, on peut, parce que vous avez fait plusieurs ouvrages sur le sommeil, alors pourquoi le sommeil en particulier ? Le sommeil est un phénomène humain très très important, très intéressant, puisque c'est par le sommeil qu'on se régénère chaque nuit. D'aucuns ont dit que c'était un tiers de notre vie, n'est-ce pas? On dort cette quantité de temps. Simplement, le sommeil a été étudié depuis 100 ans, 80 ans, par différents auteurs qui ont toujours tâtonné sur l'origine, sur les mécanismes. Eh bien, vous le croirez si vous voulez, mais actuellement, 2010, est-ce qu'on est plus avancé sur la connaissance du sommeil qu'il y a 70 ans? Eh bien, la réponse, pour moi, elle est non. C'est comme ça. Et pourquoi? Devinez. C'est parce que la prémisse nerveuse de tous nos fonctionnements est toujours maintenue au top. Et tant qu'on n'aura pas modifié cette prémisse du raisonnement qui consiste à dire tout est nerveux, a priori comme ça, sans démonstration, et la conclusion qu'on va faire à partir d'un syllogisme qui est vrai dans sa forme, mais qui sera faux par les prémices posées, ce qui indique que la conclusion qu'on va avoir sera fausse. Tant qu'on n'aura pas changé de prémisse, on ne pourra pas comprendre ni connaître.
Dr Gautier a inversé les prémices. Il a dit tout est glandulaire. Alors d'aucuns pourraient dire, mais enfin monsieur, pourquoi aurait-il raison, etc. Alors évidemment... On va pas refaire l'émission. On va pas refaire l'émission. Mais parce que Gautier a pu prouver, a pu démontrer, c'est un travail vraiment scientifique, qui fait son petit chemin tranquille pour arriver à la connaissance universelle, j'espère un jour, je ne sais pas, peut-être après la mort, je ne sais pas. Mais tout est glandulaire. Eh bien, le sommeil n'échappe pas à cette prémisse glandulaire. Le sommeil est entièrement un phénomène glandulaire. Et j'avais peut-être dit une fois que j'avais envoyé mon bouquin à 10 scientifiques en France, c'était en 2000 je crois, parce qu'il date de 99 mon livre. Eh bien, j'ai eu que 2 réponses gentilles en disant merci de votre ouvrage, je tâcherai de... Merci beaucoup, c'est tout accusé de réception. Mais je n'ai pas eu d'autres réponses. C'est un Américain qui m'avait répondu, c'était pas trop inintéressant d'ailleurs ce qu'il m'a dit, mais enfin peu importe. Donc le sommeil, quand vous abordez la question sous un angle qui n'est pas du tout celui de l'étude habituelle du sommeil, on vous regarde de travers. Donc pour les personnes insomniaques, qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que ça sous-entend ? Eh bien ça sous-entend que lorsqu'on est insomniaque, c'est un problème glandulaire d'origine thyroïdienne, c'est tout. Alors j'explique tout ça en détail, on ne va pas en parler maintenant. Peut-être on pourrait faire une émission spécialement sur le sommeil. Parce qu'il y a bon nombre d'auditeurs qui le sont, insomniaques, je peux vous le garantir. Eh bien nous allons clore cette émission avec la dernière page promotionnelle. Jean Duchazot aujourd'hui avec nous. Jean Duchazot est psychothérapeute. Il pratique l'endocrinopsychologie, donc le rétablissement de l'équilibre glandulaire grâce à cette machine d'Arsonval qui envoie des ondes électromagnétiques. Donc rééquilibre glandulaire avec justement un suivi psychothérapeutique par la suite pour ne pas retomber finalement dans ce déséquilibre glandulaire. 2 numéros de téléphone pour en savoir plus. Un numéro de fixe qui sera encore valable dans les quelques jours à venir, mais pas trop longtemps non plus. Le 01 47 63 16 30, 01 47 63 16 30. Le numéro de portable quant à lui, le 06 23 16 57 16. Il faut que j'ajoute une chose si vous permettez. Oui. Cette difficulté du fixe, ça va durer une quinzaine de jours ou 3 semaines. Il faut quand même le dire pour que les gens sachent quand même que cette ligne va continuer. Par la suite, donc le numéro de portable que je redonne, 06 23 16 57 16. Et enfin le site internet où vous retrouvez toutes les informations, equil-vital.info, equil, EQUIL-vital, VITAL.info. Et je vous redonne les différents titres des ouvrages de Monsieur Duchazot, Ces glandes qui nous gouvernent, ou encore Le sommeil perdu et retrouvé, l'origine glandulaire du sommeil, Le secret des volets du corps et de l'esprit, l'action prodigieuse des glandes endocrines, ou encore Le sommeil et les rêves, ont-ils livré leurs secrets, ou encore Connaître l'harmonie et les dangers de la sexualité. Nous avons aussi Le bégaiement, son mécanisme psychophysiologique, et enfin le dernier livre qui est paru il n'y a pas si longtemps, L'origine glandulaire des troubles mentaux, le fonctionnement des facultés mentales par l'endocrinopsychologie. Voilà, fin de cette émission. Monsieur Duchazot, un grand merci pour nous avoir fait participer, ou partager du moins, tout ce qui concerne l'endocrinopsychologie. On se retrouvera pour ceux et celles qui se posent la question le lundi 10 mai. Exactement. D'ici là, bonne continuation à vous. Merci Laurent. Au revoir. Au revoir. La suite de leur programme est bien sûr ici maintenant .info, puisque nous quittons la bande FM pour y revenir à 23h. 23h, l'heure à laquelle vous retrouvez Alexandre en direct pour la vague d'OVNI. Et quant à moi, je vous retrouve demain à 14h pour une revue de presse internationale. On épluche l'économie actuelle avec Pierre Jovanovic. Sur ce, bon début de soirée à vous tous et donc à demain. Magazine Santé et Spiritualité tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici et Maintenant 95.2 FM, ici et maintenant.info aussi pour nous écouter via internet.